Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Mathilde Saliou, avec qui nous allons parler de son livre Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Du coup, Mathilde, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour, je suis Mathilde Saliou, je suis journaliste spécialisée dans le numérique depuis 10 ans. Je travaille principalement pour un média qui s'appelle Next, mais je fais aussi des piges et d'autres choses ailleurs. Et puis j'ai donc écrit ce premier livre, Technoféminisme, qui est sorti début 2023. Ok, merci pour cette petite introduction. Et du coup, qu'est-ce que le technoféminisme pour commencer cet épisode ? À l'origine, c'était surtout un très bon titre, à mon avis, pour donner rapidement l'idée de ce dont quoi il allait être question dans le livre que j'ai écrit. On peut aussi considérer que c'est un courant de pensée dont moi je me réclame pas forcément. Vraiment, si j'ai employé ce mot, c'était plus pour être très indicative et très explicite quoi sur le contenu de ma réflexion. Mais il y a des courants de pensée dans les milieux universitaires qui font le croisement entre réflexion sur le monde numérique et réflexion féministe. Et la raison pour laquelle ça m'a intéressée en tant que journaliste, c'est que c'est très très riche cette intersection, parce que donc le numérique transforme la société, transforme toutes les sphères de la société. On le sait parce qu'on s'en sert, que ce soit pour voir les notes des enfants à l'école, que ce soit pour prendre nos propres notes au travail, pour nos relations médicales, pour parler avec nos banques, pour parler avec l'État, etc. Mais donc c'est intéressant à observer, à critiquer, à analyser. Et quand on ajoute par-dessus l'angle féministe, et dans mon cas c'est l'angle féministe intersectionnel bien sûr, c'est-à-dire la préoccupation pour les inégalités qui existent dans la société et la tentative de comprendre pourquoi elles existent, pourquoi elles se reproduisent, comment faire pour lutter contre, et ben en fait on ouvre un nombre de pistes de réflexion extrêmement large et super intéressant qui permet de mieux comprendre comment l'industrie du numérique, par exemple, s'est construite et pourquoi elle agit telle qu'elle le fait sur la société. Peut-être que si elle avait été plus diverse, elle aurait pu être différente. Comment et pourquoi elle a construit des outils comme par exemple les réseaux sociaux, pourquoi c'est devenu si essentiel et en même temps pourquoi ça fonctionne si mal dans le sens où ces dernières années on se rend bien compte que ça provoque plein de violences, plein de radicalisation, etc. Pareil, peut-être que si on avait diversifié les équipes qui les construisaient, ça aurait pu être différent. Peut-être aussi que si on avait réussi à construire plus d'outils et de liens entre utilisateurs, utilisatrices et concepteurs, et ben peut-être qu'on aurait pu les adapter plus vite. Enfin voilà, c'est des pistes dont on pourra reparler plus tard. Et puis c'est aussi très riche de mélanger ces deux axes quand il s'agit de chercher des solutions aux problèmes qui se présentent, que ce soit des solutions techniques à des problèmes rencontrés par la société, parce qu'à la base c'est pour ça que nous autres humains fabriquons des technologies, mais aussi des solutions aux problèmes posés par le numérique à la société, parce que souvent on réfléchit par exemple quand on prend pas d'angle via les inégalités, on a par exemple tendance à considérer que la solution évidente, ça va être renoncer directement à la technique, ou alors proposer une solution technique à un problème technique. Donc par exemple, il y a trop de radicalisation sur les réseaux sociaux, arrêtons de mettre de la recommandation algorithmique et remettons que de la recommandation humaine. Peut-être que si en fait, dès le départ, au moment d'analyser le problème, on s'intéresse à à l'image réelle qu'a le problème qu'on analyse, donc par exemple la radicalisation sur les réseaux sociaux, en fonction de différents groupes de la société, peut-être qu'on trouvera des solutions plus efficaces pour chaque groupe d'ailleurs, et peut-être qu'il n'y a pas une seule solution quand on a un problème face à nous.
Et enfin voilà, c'est pour ça que c'est très riche, parce que ça permet d'ouvrir énormément de pistes de réflexion. Waouh, bah, merci pour, cette présentation. C'est très riche la façon dont tu l'expliques, j'aime beaucoup et ça me donne aussi envie de penser qu'il y a plein de solutions qu'on peut trouver aussi de façon, collective et ça me fait penser parce que du coup tu parlais, de que c'est important de comprendre, l'état des lieux de la situation pour après proposer des solutions, parce que c'est vrai que c'est important de poser les bases et du coup par rapport à ce sujet justement, ce lien entre féminisme et numérique, du coup, quel est l'état des lieux des femmes dans la tech? Surtout que, au tout début de la tech, moi, c'est ce que j'avais remarqué, c'est que les femmes, elles étaient très, très présentes, dans l'informatique et même, la première créatrice de code, c'est Ada Lovelace, c'était une femme. Donc, comment expliquer après ce revirement, de situation, qui s'est produit par la suite? Ouais, dans technoféminisme, en fait, j'essaye beaucoup de vulgariser ce qui s'est passé et l'état des lieux aujourd'hui. Et pour ce faire, et c'est ce que je vais refaire là tout de suite, en gros, j'essaye de faire un espèce de tour. On peut par exemple partir des usages, se demander ensuite comment les outils sur lesquels on a développé nos usages numériques ont été construits, puis du coup remonter à ceux qui ont fabriqué ces outils. Mais comme là tu me poses la question directement sous l'angle historique, on va faire dans l'autre sens. Donc historiquement, l'informatique c'est une industrie relativement jeune, qui s'est construite en tant que telle, en tant que ce à quoi elle ressemble aujourd'hui à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais dont on peut retracer les premières prémices au siècle précédent, notamment au moment où Ada Lovelace, femme de la bourgeoisie, de l'aristocratie même britannique, crée le premier algorithme dans des discussions qu'elle a par lettre avec Charles Babbage, qui a construit l'un des tout premiers ordinateurs, ou enfin ordinateur au sens conceptuel, l'un des précurseurs de l'ordinateur en gros. Et donc dès le début, c'est assez intéressant de voir déjà que les prémices de l'informatique sont évidemment collectives. Donc il y a par exemple Charles Babbage, il est plutôt intéressé par la partie technique mécanique, et puis Ada Lovelace qui voit sa machine quand elle a que 17 ans et qui est fascinée, elle se met à réfléchir à comment la faire fonctionner au mieux, et ça la pousse à créer les premiers algorithmes. Mais ensuite, dans les décennies qui suivent, on va voir que ce qui va mener au milieu informatique va se formaliser petit à petit avec, en fait, comme je viens de le décrire avec ces deux personnes-là, plutôt côté machine, beaucoup d'hommes, parce que c'est des jobs, c'est des emplois que la société qualifie déjà comme masculins, c'est des emplois d'ingénierie, c'est des emplois où il s'agit euh, de faire de la technique, quoi, de toucher aux composants qui vont permettre de faire circuler l'électricité, de construire des énormes machines, puisque je rappelle que les ordinateurs à la base, en fait, c'est des pièces entières équipées de câbles dans tous les sens. Et par contre, pour faire circuler l'électricité dans ces câbles, on va assez vite se dire que c'est un emploi plutôt féminin, plutôt féminisé, plutôt féminisable, parce que ça ressemble beaucoup à un emploi dans lequel il y a déjà énormément de femmes qui travaillent, qui est celui des personnes qui s'occupent de la téléphonie, de faire passer les appels, de connecter les appels entre celui qui appelle et celui qui reçoit. Donc ces personnes, elles vont très vite. C'est beaucoup dans ces métiers-là qu'on va aller chercher celles qui vont devenir les premières programmeuses, sachant que les programmeuses de l'époque, c'est des personnes qui écrivent le code à la main pour ensuite le traduire à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Inventer de toutes pièces un nouveau langage qui permet aux humains de parler avec des machines pour faire fonctionner ces machines. Et donc là, dans ces emplois-là, il y a encore une fois pas mal de femmes, pas mal de personnes aussi qui arrivent sans formation formelle puisqu'elle n'existe pas à l'époque. Donc par exemple, si vous êtes secrétaire, que vous êtes très forte ou très fort en organisation, c'est un type de compétence qui est très utile pour la programmation, puisque l'idée c'est de préparer à l'avance toutes les tâches qui vont devoir être accomplies par la machine, les rentrer dans la machine, puis la lancer, et là elle va fonctionner. Mais ce qui se passe dans les pays occidentaux, et je souligne bien occidentaux parce que c'est pas le cas partout dans le monde, c'est qu'à partir des années 70-80, la société se rend quand même bien compte de l'intérêt du monde informatique. Ça devient une industrie intéressante aux yeux du plus grand nombre, ça devient un synonyme de pouvoir, de belles carrières, de bons salaires, etc. Et donc, à ce moment-là, déjà, on formalise les manières d'y entrer, et notamment de devenir programmeur, programmatrice. Quand on le formalise, on décide, enfin les entreprises s'arrêtent sur une définition qui implique d'avoir fait plutôt
de hautes études en mathématiques, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisque, comme j'expliquais, on pouvait y venir via des formations de secrétariat, par exemple. Quand on décide que ça va plutôt être des formations de haut niveau en mathématiques, en ingénierie, déjà, on est en train d'opérer une première sélection, puisque dans ces cursus-là, il n'y a pas encore énormément de femmes. Et puis, l'autre chose, c'est que comme ces métiers deviennent synonymes de pouvoir, statut social, reconnaissance, etc., en fait, ça attire énormément de monde et principalement du monde masculin. Et donc, mathématiquement, le nombre de femmes reste à peu près constant, d'après les travaux menés par la chercheuse Isabelle Collet. Ce qui explose, en fait, c'est le nombre d'hommes. Au point qu'aujourd'hui, on en est en moyenne dans les pays occidentaux à un quart d'employés qui sont des femmes, trois quarts qui sont des hommes. Et sur le quart féminin, en fait, il y en a peut-être que la moitié ou un peu plus, les deux tiers, qui ont vraiment les mains dans la technique. Toutes les autres, elles sont plutôt employées sur d'autres types de carrières. En fait, elles font des fonctions support, donc de la communication, la partie financière, la partie juridique, tout ça. Et quels effets ça a sur nous, pour le dire rapidement, mais parce que je pense qu'on creusera après. Quand on a une industrie assez déséquilibrée en termes de genre qui construit des outils qui, eux, sont vendus comme universels, on se retrouve avec des produits qui ne sont pas universels malgré ce qui a été promu par les services marketing. Donc, par exemple, un exemple historique assez marrant, si je puis dire, c'est quand Apple lance Siri, donc le premier assistant intelligent qui fonctionnait bien en 2010. Siri, il est capable de répondre à toutes sortes de questions, mais de manière très 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 genrée. Si vous lui demandez où trouver du Viagra, il pourra vous donner une géolocalisation et une adresse de pharmacie où vous équipez. Si vous lui disiez j'ai besoin d'un avortement, il n'est pas capable de vous donner la localisation du planning familial, par exemple, ou d'un médecin pour trouver les bonnes informations, ou ce genre de choses. Les associations le constatent, les associations féministes le critiquent. Apple corrige Siri pour essayer justement de l'universaliser un petit peu plus. Mais 4 ans après, quand ils sortent le Health Kit, donc là c'est une application complètement dédiée à la santé, le Health Kit, il permet de compter tout et n'importe quoi sur votre santé, le nombre de pas que vous avez fait par jour, le nombre de cigarettes que vous avez fumées si vous essayez d'arrêter, mais aussi des choses qui sont liées à des maladies moins répandues, si je puis dire. Non pas que l'absence de marche soit une maladie, mais bon, bref. Mais enfin, en gros, vous pouvez suivre des choses liées au diabète, par exemple, ou liées à des pathologies spécifiques. Par contre, il n'y a pas d'agenda et il n'y a pas de manière de suivre l'évolution de ces règles, de ces menstruations au fil des mois, au fil des années. Or, cet événement physiologique arrive potentiellement à la moitié de la clientèle d'Apple, donc c'est quand même très étonnant qu'il n'ait même pas pensé à le mettre en fait. Et ça démontre bien que l'absence de diversité dans l'industrie, ça ne pose pas un problème de compétences. Les gens qui en font partie restent très compétents, etc. Mais quoi qu'il fasse, les hommes n'auront jamais exactement la même expérience de la vie que les femmes. Donc, pour réussir à servir tout le monde de manière à peu près égalitaire, vaut mieux avoir des représentants des deux genres. Et après, évidemment, moi en général, je prends la question femme-homme parce que numériquement, c'est très simple à faire comprendre, à expliquer. Mais c'est la même chose pour toute la diversité du monde. Des personnes valides ne comprendront jamais parfaitement bien ce que c'est que de vivre dans un monde en étant porteur d'un handicap quel qu'il soit. Donc, c'est mieux d'intégrer dès le début des personnes porteuses de handicap pour espérer leur fournir des outils adaptés. Pareil avec les questions d'origine sociale, avec les questions d'origine géographique, etc., etc. Merci beaucoup, pour, cette présentation rapide en termes d'historique. Comme ça met quand même, les bases pour les personnes qui nous écoutent et c'est hyper important et aussi, merci aussi d'avoir partagé, les exemples, très parlants par rapport à Apple. Ça me fait penser, il y avait aussi, un exemple que j'avais entendu parler, bon je sais plus le nom, mais c'est vrai que quand c'est quand c'est des hommes majoritairement qui codent, enfin on reprend l'exemple en effet, homme-femme et qui prennent pas en compte des spécificités, féminines, c'est que, du coup il y avait une application de running où tu pouvais avoir une géolocalisation en temps réel quand tu courais et en fait les hommes ça posait pas de problème mais moi c'est vrai qu'en tant que femme par exemple je serais hyper mal à l'aise d'avoir ce genre d'application parce que j'aurais trop peur d'être suivie ou qu'il m'arrive quelque chose et d'être potentiellement agressée par rapport à ça donc
En effet, comme tu dis, c'est hyper important d'instaurer, de la diversité, dans les équipes, mais est-ce qu'après il y a d'autres solutions pour que la tech soit beaucoup plus inclusive? Et aussi, bah, comment on fait pour attirer les femmes? Parce que c'est quelque chose, de ce que j'avais vu dans des études, je sais plus, mince, j'ai plus les noms, mais je pourrais mettre ça dans la description, mais je sais que, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de biais, bah, il y a des professeurs notamment, bah, qui vont plus décourager les filles à se lancer dans ce genre d'études, alors que les hommes, ils sont beaucoup plus favorisés. Pareil, la famille aussi, ils vont potentiellement plus encourager leurs enfants garçons que leurs enfants filles. Et puis ça me fait aussi penser à l'arrivée dans les années 70-80, je crois à peu près, de la Game Boy et pas la Game Kid, qui aussi a créé un peu tous ces clivages aussi avec le marketing hyper genré. Que les garçons ils sont sur les jeux vidéo, et puis même il y avait des pubs hyper sexualisées où les filles elles étaient là pour la partie sexe quoi dans la pub, donc c'était assez déroutant. Du coup, comme il y a plusieurs questions dans ta question, je vais rebondir sur certains trucs et ce que j'aurais oublié, tu me diras. Je pense que ton exemple sur l'application de running avec les géolocalisations, il est hyper intéressant parce que, en fait, à la base, moi, je me suis intéressée à tous ces sujets parce que je m'intéressais à la question du cyberharcèlement, dont je constatais qu'il était quand même beaucoup plus fréquent à la base dans mon métier en tant que journaliste. Il se trouve que c'est un métier exposé en ligne, donc comme les métiers type politique, célébrité de la culture, influenceurs, influenceuses aujourd'hui, scientifiques en période de Covid, ce genre de choses. C'est des métiers exposés numériquement et du coup ça se traduit par plus de risques de cyberharcèlement. Mais ce que j'observais, c'était que les femmes ou les personnes issues des minorités étaient plus victimes de violences ou de violences plus fortes, donc par exemple appel au viol, appel au meurtre, que nos collègues masculins, qui certes se faisaient insulter de tous les noms d'oiseaux, mais justement c'était que des noms d'oiseaux. Enfin, après c'est horrible d'en arriver à faire une gradation, mais moi c'était un truc que je constatais sur le terrain. Je constatais que ça avait un effet sur le travail de mes collègues, parce que du coup certaines arrêtaient de couvrir certaines thématiques pour tenter de se protéger. Donc en fait, ça avait un effet sur leur liberté d'expression, liberté de travail, d'information aussi. Et c'est à partir de ce fil-là que j'ai commencé à tirer les problématiques. Et un exemple un peu plus grand public, en fait, c'est que le cyberharcèlement, c'est pas un phénomène qui date du milieu des années 2010, comme on pourrait le croire si on prend notamment l'histoire politique et tout ce qui s'est passé avant la première élection de Donald Trump, etc. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et sur les réseaux sociaux les plus génériques qu'on connaît tous, depuis le début de leur existence dans les années 2006, 2007, 2008, il y a toujours eu des alertes sur le fait que certains utilisateurs subissaient des désagréments qui étaient dus au comportement d'autres utilisateurs, mais grâce aux plateformes sociales, grâce aux plateformes qui étaient vendues comme une manière de se connecter à plus de gens et de se faire des amis. Et malgré ces alertes, un Twitter, par exemple, il lui a fallu 7 ans pour lancer son premier outil de modération. Son premier outil, il me semble que c'était un outil de signalement seulement à l'époque. 7 ans pour sortir le premier outil de protection de son propre utilisateur, de son client, c'est énorme. Enfin, dans aucune autre industrie, sauf quand on parle de grandes affaires judiciaires problématiques, mais théoriquement, si un médicament est mis sur le marché et qu'on se rend compte qu'il y a des utilisateurs qui le vivent mal, il est mis en retrait, on fait des études, on vérifie comment le sécuriser, et si on peut, on le remet sur le marché, sinon on le retire pour de bon. Il y a que dans le monde numérique que on est capable de laisser passer autant de temps sans protéger les utilisateurs, et puis le plus souvent en plus de leur renvoyer un discours en mode s'il y a un problème, changez-vous de pratique, plutôt que de faire évoluer l'outil pour qu'il soit mieux adapté à la population. Donc de là, tu m'as demandé comment attirer plus de femmes dans le numérique. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des jours et des jours. Mais si je continue de tirer ce fil-là, les femmes qui se posent des questions ou qui ne s'en posent même pas encore, moi j'ai envie de leur dire, les meufs, venez, c'est urgent qu'on soit plus nombreuses à analyser les outils qu'on utilise au quotidien, à bien comprendre les effets qu'ils ont sur nous, y compris dans nos spécificités, selon le milieu social dont on vient, selon l'éducation qu'on a eue, selon notre état de santé, selon notre âge, tout ça. Et si on trouve des dysfonctionnements, ce serait
encore plus simple d'aller les corriger si on était partie intégrante de la société qu'en étant simple consommatrice utilisatrice. Donc même en gros pour gagner du pouvoir en tant que groupe aussi, rien que pour ça, on a besoin de plus de filles, plus de femmes. Et puis si jamais ça c'est vu comme une présentation un peu pessimiste, parce que j'avoue qu'on n'a pas forcément envie de, de lancer une carrière juste pour se protéger, même si, enfin, je pense que ça en intéresse certaines, mais pas forcément toutes. Accessoirement, je pense que c'est une industrie super intéressante parce que donc c'est l'industrie de l'innovation, c'est un endroit très pratique pour tester plein de choses, pour celles qui ont des envies et des tendances à la créativité, à la fabrication, au test, etc. C'est un endroit où on fait des carrières très bien rémunérées. Ça peut aussi être un argument. C'est un problème d'égalité aussi financière que les filles et les femmes aient moins accès à ces emplois que les hommes et les garçons. Donc voilà, j'ai dit quoi? Un argument pour se sécuriser et regagner du pouvoir, un argument parce que c'est vraiment un endroit de test, d'innovation, de créativité, un argument financier très classique, un argument de prestige aussi, ça fait partie des industries qui restent quand même les mieux vues, je pense. Enfin, et quand on arrive à entrer chez un grand nom du numérique, ça peut être vu comme une réelle réussite en termes de carrière. Oui, bah, pour rebondir à ce que tu m'as dit, c'est vrai que le cyberharcèlement pour les femmes, ça peut être vraiment très compliqué, surtout que, bah, la technologie, elle évolue très vite, donc il y a des horreurs, de deepfake où, bah, généralement, bah, comment dire? Bah, les femmes qui sont visées, elles vont être mises, par exemple, sur des actrices pornographiques, ce genre de choses pour, bah, leur, bah, pour leur foutre la honte et être vraiment un gros dégueulasse, ça c'est clair et ça c'est vrai que c'est des trucs, qui me dépassent. Je me dis: «Putain, mais comment l'humain peut être aussi mauvais? Comment il peut être aussi méchant?» Surtout que généralement, enfin, c'est la haine, mais pour, que dalle. Il suffit pas grand chose en vrai pour énerver les gens et c'est là où en fait on se dit: «Mais c'est assez dingue parce que dans la vraie vie, ils se permettraient pas de faire, ce genre, de comportement» et ça me fait penser que toi, à un moment donné, je crois que tu disais que toi, il faut arrêter de distinguer le monde numérique du monde réel. Donc, bah, je pourrais te laisser la parole juste après. Et après, pour continuer un peu à rebondir sur ce que tu m'as dit, que bah, du coup, oui, c'est hyper important pour les femmes de venir dans ces métiers-là pour bah, qu'on puisse à la fois se protéger et bah, du coup avoir amené vers plus d'égalité, co-construire ensemble une société plus juste, plus égalitaire et avoir enfin un monde qui nous ressemble, qui prend en compte nos spécificités, même si voilà, c'est pas forcément évident avec tous les biais qu'on peut avoir et des fois le simple fait de dire allez oser, ça peut être un peu aussi une injonction parce que ça peut être pas forcément évidemment bien reçu parce qu'il peut encore avoir beaucoup de sexisme, mais je me dis que ça peut être chouette en tout cas s'il y avait, enfin je pense que ça doit exister, hein, mais des cercles de femmes pour tout ce qui est en lien avec la tech, en lien avec le numérique. Je pense oui, il doit y avoir pas mal d'associations pour s'entraider, se serrer les coudes et bah, faire front face à toute cette haine. Parce que je me dis que face à la haine, ce qui peut vraiment le dominer, c'est l'amour et s'envoyer des cœurs, enfin des cœurs, du soutien. Ça, je me dis que ça peut être une bonne façon de pouvoir garder le cap. Oui, oui, sur les cercles d'entraide et tout, il y en a beaucoup. Il y en a dans tous les secteurs slash sous-secteurs du numérique, à la fois en termes professionnels, donc bon, ça peut demander un peu d'enquête au début, mais il y a des cercles de femmes dans la data science si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, il y a des cercles de femmes dans la cybersécurité si vous intéressez à ce domaine. Et vraiment, je pense que c'est un domaine porteur et il faut vraiment qu'il y ait plus de femmes dans cette sous-industrie. Actuellement, elles ne sont que 11%. Et en fait, si je pense ça, c'est pas que pour se protéger, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est aussi pour construire un monde numérique juste qui corresponde mieux à nos besoins en tant que groupe. Il y a aussi plein de cercles d'entraide et de soutien de femmes en tant qu'internautes utilisatrices, donc par type de loisir. Donc il y a des cercles de femmes dans les jeux vidéo, de femmes intéressées par la crypto. À chaque fois, ça demandera un petit peu d'enquête en ligne en fonction de vos centres d'intérêt, mais ça vaut vraiment le coup de regarder
pour trouver des réseaux, puisque à la fois ça fait un réseau de potentiels amis, collègues, tout ce que vous voulez. Et puis souvent il y a énormément de partage de bonnes pratiques selon l'activité que vous cherchez à exercer. Peut-être bonnes pratiques aussi en termes de négociation s'il s'agit d'aller justement commencer une carrière ou la continuer. Partage de connaissances, enfin plein de choses. Donc c'est vraiment des outils hyper utiles. Et voilà, c'est à quoi je pense pour le moment. Oui, et je t'avais aussi posé la question, parce que tu avais dit à un moment donné que, enfin, je pense dans ton livre que tu avais dit qu'il faut cesser de distinguer le monde numérique du monde réel. Alors ça, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je comprends pas comment les gens peuvent être aussi méchants, etc. En fait, si on regarde un peu l'histoire des mouvements féministes, de la vague actuelle en France, les années 2010, avant MeToo, c'était déjà les années de la lutte contre le harcèlement de rue. C'est l'année où, enfin, c'est la décennie où il y avait tous les Tumblr qui suivaient la mode lancée par le Tumblr Paytashnek, où étaient recensées plein d'interjections que des femmes avaient reçues dans l'espace public. Pour montrer à quel point c'était relou en fait de se balader et de s'entendre soit insulter, soit juste commenter, mais en fait on n'a pas demandé l'avis des types qu'on croise. Et après, il y a eu plein de Tumblr plus spécialisés par sous-secteur. Donc, il y avait des paye ta blouse, paye ton avocat, paye ta fac, ton collège, ton machin, ton bidule. Donc ça, c'est un discours quand même des années 2010 qui existait avant MeToo et puis qui existait avant/pendant la prise de conscience de l'ampleur du cyberharcèlement. Mais donc, dans un sens, le cyberharcèlement, c'est juste une version numérique de ce type de pratique qui existe déjà hors ligne. Une autre manière plus évidente de le montrer, c'est que l'impact sur les personnes victimes de ce type de pratique, c'est le même. Enfin, le cyberharcèlement, ça a des effets très concrets sur la santé des personnes qui en sont visées. Et là, pour le coup, je parle de la population dans son entier, femmes, hommes, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, etc. Globalement, ça pousse à la dévalorisation de soi, ça fait perdre confiance en soi. Parfois, ça fait se retirer des espaces numériques. Donc, on revient à cette notion de en fait, si on perd de la visibilité numérique, potentiellement, on perd aussi une forme de liberté d'expression. Et c'est pas les conservateurs insultants qui la perdent, contrairement à ce qu'ils aimeraient faire croire. Dans les cas les plus graves et qui sont malheureusement assez fréquents chez deux types de populations qui sont les plus jeunes et les populations LGBT, parce que l'aspect identitaire est très fort dans les insultes qui leur sont envoyées. Ça peut aller jusqu'à provoquer des surplus de suicides. Les chiffres sont vraiment problématiques de ce point de vue-là. Donc les effets sont très très concrets. Donc c'est difficile de dire et de continuer de répondre oh ça va, c'est que en ligne, éteins ton ordinateur et il y aura plus de problème. Non, les personnes le vivent de manière parfaitement réelle. Celles pour qui les réseaux sociaux sont des outils de travail sont très gênées aussi parce que du coup, pour se protéger, encore une fois, on va pas forcément se reconnecter sur les réseaux sur lesquels il y a les agressions. Et donc du coup, ça veut dire qu'on peut plus faire la promotion de son travail, on peut plus montrer son podcast si c'était pour le cas de matrimoine, on peut plus montrer ses articles pour les journalistes, etc., etc. Et puis dans la réponse, même si les lois, notamment en France, les lois ont beaucoup évolué dans les dernières années, la réponse, elle n'est pas que numérique. Il faut une réponse numérique, il faut contraindre les entreprises qui construisent les plateformes sur lesquelles ces violences ont lieu à faire quelque chose, à prendre ces problématiques au sérieux. Mais les réponses qui existent, c'est des réponses d'ordre tout à fait classique de le juge, quoi. La loi, la responsabilité n'est pas devant Internet ou devant des plateformes numériques, c'est la responsabilité devant la société. Et désormais, en France, on peut être poursuivi pour cyberharcèlement d'à peu près toutes les formes. Enfin, et même si on n'a été qu'une seule personne, si on n'a envoyé qu'un seul message au milieu d'une meute, aujourd'hui, ça, c'est passible de diverses amendes, voire peine d'emprisonnement en France. Après, le problème, et ça, c'est pas un problème, encore une fois, spécifique aux problématiques numériques, c'est dans quelle mesure ces lois sont appliquées. Est-ce que la justice a les moyens de les appliquer? Est-ce que la police est assez formée pour vraiment connaître ces nouveaux textes et les faire appliquer? Et là, on se retrouve à l'intersection en réalité, d'un crime, enfin, de problèmes de criminalité, de délinquance encore assez méconnus. Le monde numérique, ça continue d'être vu de manière un peu floue dans ces milieux-là.
ce qui se comprend par plein d'arguments, notamment manque de moyens. Et sauf qu'on est au croisement aussi avec des violences sexistes, puisque depuis tout à l'heure on parle des questions d'égalité femmes-hommes. Et là c'est pareil, si jamais vous suivez, et je pense que c'est le cas du podcast Matrimoine, les problématiques de prise en charge des violences sexistes et sexuelles, bah ça manque d'effet encore. Enfin, il y a plein d'affaires qui se retrouvent euh, non traitées ou oubliées. Il y a aussi plein de femmes qui renoncent à aller porter plainte parce qu'elles estiment que le traitement des plaintes n'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est ça. Les problèmes du cybersexisme, c'est qu'on est au croisement de deux types de délinquances qui sont difficilement prises en compte par la société à l'heure actuelle. Mais franchement, ça évolue d'année en année. Déjà, on a plus de textes qu'il y a 7 ans. Donc, il y a quand même des progrès, quoi. Oui, de toute façon, c'est vrai que pour tout changement, ça prend vraiment du temps, parce que comme tu as dit, ça touche le numérique, le monde réel, et c'est interconnecté, en fait, les deux mondes. Et en fait, ouais, il faut que les deux mondes puissent avancer ensemble pour trouver des solutions ensemble, en effet. Mais du coup, ça me fait penser que c'est pas forcément des fois évident, je pense, de pouvoir remonter à des cyberharceleurs, parce que s'ils sont 100% anonymes, comment on fait pour les retrouver, porter plainte contre eux, parce que ça peut être juste un compte où ils s'en fichent, quoi. En fait, techniquement, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est les financements et le temps que la police met que la police a en termes de financement et le temps qu'elle met dans une enquête. Techniquement, à moins d'être vraiment un expert, mais le plus souvent, les affaires de cyberharcèlement, c'est juste entre voisins, entre collègues de classe, entre gens qui se connaissent. Même si c'est pas que ça. Même si ces personnes sont allées se cacher derrière un VPN, donc un réseau privé virtuel qui en gros sert de cache entre votre adresse IP, c'est l'adresse de votre ordinateur et de votre connexion, et l'adresse du site sur lequel vous postez. Si les policiers ont suffisamment d'argent et qu'ils décident de mettre suffisamment de temps pour le faire, ils pourront remonter ça grâce aux textes français et européens j'ai envie de dire dans 99% des cas, ils pourraient le remonter. Le problème, vraiment, c'est pour ça que c'est pas un problème numérique, c'est un problème humain de quelle formation ils ont sur ces questions, est-ce qu'ils ont les financements pour faire ces enquêtes, et même s'ils les ont, est-ce qu'ils ont le temps de le faire, parce que, par exemple, les experts numéro 1 du numérique en France, en tout cas sur les plateformes publiques, donc Pharos, à qui vous pouvez signaler des cas de cyberharcèlement si vous en êtes victime. En fait, ils doivent pas du tout régler que la question des cyberharcèlements, ils gèrent toute la délinquance numérique sur les plateformes publiques. Donc forcément, c'est triste à dire, mais ils vont d'abord mettre leurs moyens sur les affaires qui vont permettre, par exemple, à l'État de récupérer des grosses sommes. Si c'est des énormes réseaux d'arnaques et c'est arrivé, a priori, ils vont d'abord enquêter sur ça avant d'enquêter sur une affaire de cyberharcèlement dans je sais pas, un collège ou quelque chose comme ça. C'est triste à dire, mais comme ce service j'ai envie de dire une soixantaine de personnes, mais ça c'est à vérifier, bah justement est pas énorme et doit gérer tout type de délinquance numérique, et bah très souvent le type de délinquance qui correspond à de la cyberviolence tombe plutôt bas dans la pile des enquêtes à faire. Parce que là, j'ai cité les arnaques financières, mais un autre grand type d'enquête qui prend quand même beaucoup de temps des forces de l'ordre, c'est tout ce qui est lié à la pédopornographie, qui a explosé depuis l'explosion d'Internet, et où c'est pareil, ils mettent plus de temps à aller chercher et faire tomber ce type de réseau que à régler des affaires malheureusement plus localisées. Enfin, une fois ce constat fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, y compris juridique. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, n'hésitez pas à vous tourner vers les associations spécialisées. N'hésitez pas à chercher des avocats spécialisés dans le numérique parce que eux sauront vous accompagner. Et il est quand même possible d'obtenir du soutien de l'État et de la chaîne juridique quand on est citoyen ou citoyenne victime de cyberharcèlement.
Bah, merci pour ces éclaircissements. En effet, bah, du coup, de ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il faut, continuer d'accentuer les efforts sur la sensibilisation à fond pour que ça devienne vraiment une priorité. En tout cas des sujets, traités, par, le gouvernement pour qu'ils mettent en place après plus, d'initiatives, même si Pharos, c'est un bon début, mais après comme tu l'as bien souligné, ils font par rapport à leurs propres intérêts. Parce qu'en effet, vu qu'ils sont petits, ils peuvent pas tout traiter, tout faire et autant traiter une affaire, on va dire, qui va rapporter beaucoup d'argent, plutôt qu'une affaire où que ça va juste leur perdre, entre guillemets, «du temps» et qui est pas, on va dire, de récompense, derrière. En Donc fait, c'est vraiment pas qu'il y ait pas de récompense, c'est juste il y a ils sont obligés de hiérarchiser les priorités. Et donc, si on rapporte aux bénéfices pour la société entière, je suppose, mais là, enfin, c'est moi qui suis en train d'imaginer leur mode de raisonnement. Il faudrait plutôt aller les interroger. Mais je suppose qu'on va plutôt chercher les gros réseaux avant de chercher de s'occuper des petites affaires. OK, ça marche. Bah, merci de ces précisions complémentaires et du coup, ça me fait penser un peu en réseau parce que du coup, il existe sur internet, on va dire le réseau des masculinistes et en fait, c'est ça que tu as commencé dans ton essai. Enfin, tu as parlé d'harcèlement en ligne et de la culture, masculiniste dans les forums et du coup, toute leur violence. Donc si tu pouvais nous présenter un peu, bah, ce que c'était, des masculinistes pour les personnes qui nous écoutent, qui n'auraient jamais entendu parler de ça et bah, du coup, pourquoi tu avais commencé aussi, ton roman avec, ces sujets forts? Enfin, même si pour le harcèlement en ligne, tu as pu nous donner une belle petite présentation tout à l'heure, mais du coup, voilà, là, on bascule avec le masculinisme. Bah, pour revenir au fait que Internet c'est la vraie vie, le masculinisme ça existe depuis avant Internet. En gros, il me semble que les premières vraies prémices, on peut les tracer aux années 90, voire 70. Mais je vais plutôt partir des années 90 où il y a des communautés de développement personnel qui s'adressent aux hommes, qui essayent de leur dire comment devenir un homme nouveau, plein de ses capacités, se créent notamment en Californie et ça se crée beaucoup d'ailleurs autour, il me semble, des communautés de pick-up artistes où c'est vendu aux garçons comme ah venez vous allez devenir un grand séducteur, ça va être super. Mais en fait derrière quand on l'analyse avec des lunettes un peu féministes, on se rend compte que du coup le but c'est de euh, d'embrasser et ou de coucher avec un maximum de filles, mais donc la fille, on s'en fiche de qui c'est. On est en train de fabriquer un tableau de chasse, quoi. Donc il y a une objectification des femmes qui est très poussée dans les raisonnements de ces communautés. Mais bref, pendant un temps, elles pouvaient rester un peu dans leur milieu, justement comme on était moins connectés qu'aujourd'hui. Ok, c'est des idées pas très progressistes et pas très, enfin c'est des idées néfastes pour les droits des femmes en réalité, mais tant que c'était des petites communautés, c'était pas très dangereux. Le problème, c'est que Internet, ça a permis à tout le monde de se connecter et pour plein d'idées, c'est super positif, mais pour plein d'idées néfastes pour les droits humains, c'est aussi très problématique. Et des communautés qui ont très bien compris, qui sont très bien emparées des outils numériques depuis très tôt, ce sont notamment les communautés qui étaient exclues des médias traditionnels, donc des communautés qui poussaient des idées plutôt radicalement contre les droits humains, dont les communautés masculinistes. Masculinisme, je le rappelle, c'est important, c'est construit sur le même modèle que le mot féminisme, mais là où le féminisme vise à avoir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, le masculinisme, son but, c'est d'enlever leurs droits aux femmes, ou, comme il pourrait le dire, de les renvoyer à la cuisine, de les sortir de l'espace public, de leur nier leurs droits. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a notamment eu le premier attentat masculiniste, il date de 1989. Donc à l'époque, Internet, le web n'existait pas. Mais ce qui s'est passé, c'était à Polytechnique à Montréal, et l'auteur des faits a laissé une lettre dans laquelle il disait explicitement qu'il tuait parce qu'il détestait les féministes. Et d'ailleurs, il avait séparé les hommes et les femmes et il n'avait tué que les femmes. Ce qui s'est passé une fois qu'Internet est né et que nous sommes tous mis à poster toutes sortes de choses dessus, c'est qu'il y a des communautés qui se sont constituées, qui ont notamment promu cet homme-là, promu son discours. Et autour ont gravité ou se sont construits puis se sont reliés toutes sortes de communautés qui se retrouvent autour de l'idée que les femmes auraient tous les droits, elles domineraient déjà le monde. Ce que je demande à voir parce qu'il suffit de regarder le nombre de gouvernantes et vraiment on n'est pas encore à une domination féminine, mais bon, bref. Et donc, ils se sont retrouvés, mais ils ont aussi pu
promouvoir plus largement leur discours qu'ils n'auraient pu le faire dans un monde sans Internet. Et comme pendant très longtemps, ils n'ont pas été tellement pris au sérieux, ils ont pu grossir. Et moi, ce que je raconte dans mon livre, c'est que dans les pays occidentaux, en tout cas, un moment qui a agi comme révélateur et qui est compris a posteriori comme le passage de ces idées d'une logique de niche à une logique plus mainstream, c'est en tout cas aux États-Unis pendant le Gamergate. Donc ça, c'est en 2013. C'est une campagne de cyberharcèlement issue à la base d'un petit milieu du jeu vidéo très masculin, très masculiniste même, qui refusait d'admettre que des femmes puissent jouer aux jeux vidéo. Alors qu'elles le faisaient depuis longtemps, simplement, souvent, elles étaient sous pseudo masculin pour pas se faire emmerder. C'est une tactique comme une autre pour occuper l'espace. Cette campagne de cyberharcèlement, elle a été initiée par des réseaux pas forcément bien connus du grand public, 4chan, Reddit, etc. Mais elle est arrivée sur Twitter, sur YouTube, etc. Et ça a permis de montrer la puissance que pouvaient avoir ces outils pour pousser des idées néfastes, tout en faisant taire les personnes que ces idées néfastes visaient. Donc ça a fait taire les personnes visées par le cyberharcèlement, et en même temps, ça a donné une visibilité énorme au sentiment d'outrage de ces joueurs de jeux vidéo. Et en fait, ces tactiques, elles ont été réutilisées dès l'année d'après pour commencer à faire monter le réseau de soutien de Trump, les gens MAGA, là, Make America Great Again. Et depuis, les tactiques de, par exemple, se coordonner pour envoyer un message tous au même moment, que ce soit pour pousser le message lui-même ou pour harceler quelqu'un tous au même moment, c'est de plus en plus utilisé dans plein de sphères de la société. C'est notamment utilisé par toutes les forces politiques ou presque, soit pour pousser leur propre message, soit pour harceler leurs opposants, soit parfois pour se battre en leur propre sein, ce qui est très dommage. Du coup, j'ai déjà dérivé du point de vue masculiniste, mais enfin, en gros, on peut y trouver certaines des techniques des violences en ligne. Elles ont d'abord été testées dans ces milieux-là. Et puis, l'autre point intéressant quand on parle de masculinisme, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle Technoféminisme. J'ai commencé à le penser en 2018, donc l'année de MeToo. On vient de traverser plein d'années de grandes réflexions sur les relations femmes-hommes, etc. Mais en fait, en même temps, on est en train de vivre ce que certaines théoriciennes appellent le backlash, c'est-à-dire une tentative de retour de bâton contre les féministes. Et là, en ce moment, on voit depuis peut-être 2 ans monter vraiment très très fort le succès des comptes et des propos et des idées masculinistes dans plein de communautés numériques. Et ça fait peur quand on s'inquiète pour les droits des femmes et des minorités, parce qu'en fait, déjà, c'est un problème pour les droits des femmes, mais encore une fois, les masculinistes, très souvent, ils professent aussi des idées racistes, des idées globalement très 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 conservatrices. Et ouais, ça c'est un sujet d'attention, parce que c'est un sujet un peu dangereux en termes de culture, quoi. Enfin, c'est un retour de bâton qui commence à bien se voir dans les chiffres. Et d'ailleurs, c'est marrant quand tu me parlais du coup de cette épopée malheureuse des masculinistes, ça m'a fait vraiment penser le parallèle, parce que tu disais que c'est des choses qui existaient avant, et c'est le cas avec la chasse aux sorcières, car de mémoire, si la chasse aux sorcières elle s'est diffusée beaucoup plus, c'est aussi grâce, on va dire, et malheureusement, dans un sens grâce à l'imprimerie. L'imprimerie, c'était une invention super, on pouvait diffuser ses idées, mais là du coup, je sais plus le nom, mais il y avait un livre qui était vraiment contre les sorcières, qui avait été diffusé en masse, et du coup, les gens sont appropriés, et du coup, ça a conduit à plein d'horreurs par la suite, parce que ce savoir de quelques personnes, on va dire un peu folles, il s'est démocratisé, et du coup, ça a fait un effet boule de neige, et même là, par exemple, ça fait penser aussi avec les réseaux sociaux. Tu parlais de masculinisme, ça m'a aussi fait penser au mouvement Trade Wife, où même c'est des femmes qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux pour revendiquer que c'était mieux avant de faire à manger à son homme, de préparer la maison, de pas gagner sa vie. Donc il y a plein de choses en effet avec le backlash, et le backlash le plus important et le plus horrible, c'est la remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis. Enfin, c'est vrai que oui, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a un progrès, en fait, il y a quand même des pas en arrière qui sont faits automatiquement par la suite, quoi. Ou l'interdiction faite aux femmes afghanes de se parler entre elles. On est quand même loin dans le... Je n'ai pas les mots. On est loin dans la négation de l'humanité, quoi. Mais
Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis sur l'imprimerie. Effectivement, ça me dit quelque chose, mais je connais pas le nom de l'ouvrage. Mais il me semble que Maryse Condé, dans Moi Tituba sorcière, elle fait mention plus ou moins de cette, au moins d'un espèce de libellé de papier qui circulait pour dire comment gérer les femmes. Euh, oui, bah toute technique et la technique informatique comme les autres a un côté ambivalent, donc ça peut aussi bien servir à du positif et typiquement MeToo, moi je pense que c'était très positif, mais ça peut aussi servir à du négatif. Et effectivement, les idées masculinistes font peser de réels risques et de réels dangers sur les droits des femmes et les droits humains en général. Complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que c'est vrai que pour les Afghanes, c'est assez horrible. Mais en fait, moi, c'est vrai que quand j'entends ça, je me sens tellement impuissante et j'aimerais tellement faire quelque chose, car pourtant, on sait ce qui se passe. On sait que plus le temps passe, plus les talibans, ils leur prennent tous leurs droits. Et en fait, nous, on peut rien faire. Alors qu'avec toute la technologie qui existe, avec tout ce qui est possible de faire en tant qu'être humain, on peut pas aller faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse pour le coup. Bah, ça, c'est un enjeu politique et géopolitique, c'est dans quelle mesure nos États, nos gouvernants, nos gouvernements veulent mettre de la pression sur les talibans, peuvent, souhaitent, décident. On sort un peu des technologies, mais oui, c'est inquiétant et ça pose question sur nos incapacités et nos limites, oui, c'est sûr. Mm, mm, mm. Complètement. Du coup, il me reste je vais te poser une dernière question avant de passer à la conclusion de l'épisode. Parce que tout à l'heure, tu parlais, je remonte un peu plus haut dans ce que tu disais par rapport aux jeux vidéo, et que du coup, il y avait des hommes qui étaient masculinistes et qui étaient contre que les femmes prennent leur place dans les jeux vidéo. Et du coup, je me posais comme question, du coup, pourquoi les jeux vidéo sont-ils représentatifs de ces problèmes systémiques? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est le premier type de loisir, enfin c'est le loisir fruit d'internet, fruit du numérique, fruit de l'informatique. C'est un loisir qui n'existerait pas sans les ordinateurs, c'est un loisir qui ne se serait pas développé comme il est aujourd'hui sans internet. Euh, donc il dépend aussi de l'évolution de l'informatique et il se trouve que le monde du jeu vidéo, donc certes il a ses toutes premières racines dans les années 70, mais globalement il a commencé à prendre son envol dans les années 80. Les années 80, c'est pile le moment de ce que je racontais tout à l'heure, où il y a beaucoup plus d'hommes qui arrivent dans le monde informatique, et du coup, proportionnellement, très peu de femmes qui participent. C'est aussi le moment où on fabrique les ordinateurs personnels et où la publicité est très 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 sexiste. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai retrouvé des photos. Enfin, j'ai pas trop pu mettre d'images dans mon livre, mais ça aurait valu le coup. Parce que il y a des publicités des années 80 où vraiment on voit Monsieur le mari sur son ordinateur, presque son fils sur les genoux qui est en train d'apprendre à coder avec lui, et puis derrière Madame la mère qui est en train de sortir un plat du four. Enfin, genre, ça fait pas rêver quoi. Et quasiment toutes les images que j'ai vues, c'est plus ou moins, enfin, c'est une variation de ça, c'est-à-dire que c'est toujours les hommes qui sont dans les positions d'action face à l'ordinateur qu'on est en train de vendre dans les années 80. Et les femmes, elles sont toujours là pour faire la potiche, quoi. C'est pot de fleurs ou la femme, c'est pareil. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire en termes de marketing et de communication quand on fait ça, c'est qu'on est en train de vendre les micro-ordinateurs et les ordinateurs personnels à monsieur le père et monsieur le fils. Et pas du tout aux femmes du foyer. Donc déjà, l'industrie se masculinise dans les pays occidentaux. La communication et le marketing vend plus spécifiquement les produits aux hommes. Donc en fait, ce loisir qui est en train de naître, les premiers à s'en emparer, c'est effectivement plutôt un groupe d'hommes, souvent d'hommes jeunes et aisés, parce qu'il faut quand même avoir de l'argent pour s'acheter les premiers ordinateurs, et même les suivants d'ailleurs, mais enfin, c'est un investissement de base, quoi, de s'équiper. Et après, du coup, on en arrive à cet exemple qui est un peu flagrant, où dans les années 90, donc année de ma jeunesse à moi, le jeu numérique qui fonctionne le mieux, c'est la Game Boy. Clairement, la Game Boy, elle était plus faite pour mon frère que pour moi, vu son nom, quoi. C'est littéralement un jeu de garçon. Donc du coup, il y a effectivement eu beaucoup d'éléments qui ont fait que les garçons des années 80 et 90 ont pu se constituer en communauté fans de jeux vidéo. Et effectivement, il y avait peu de femmes dedans. Il y en avait potentiellement, mais souvent quand elles s'y risquaient à visage découvert, si je puis dire, et assez vite les idées sexistes allaient sortir, parce que ça, alors là, ça n'a rien à voir avec le numérique, ça a à voir avec les sciences sociales. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études qui montrent que si vous mettez plein d'hommes entre eux,
les idées sexistes vont fuser, et à partir du moment où on dépasse un certain palier, donc d'une étude à l'autre, ça va être de 10 à 30% de femmes, ça va leur devenir beaucoup plus naturel d'être un peu plus égalitaire, et même d'aller chercher plus de femmes pour faire grossir le groupe, etc. Donc là, comme on avait principalement des hommes, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de traiter les meufs qui arrivent de ce que vous voulez, mais principalement, c'est une connotation sexuelle et péjorative. Donc une autre manière pour les filles qui avaient quand même très envie de faire jouer du jeu vidéo, c'était soit déjà de pas jouer aux jeux en réseau, donc du coup de laisser certaines communautés aux hommes, soit de se présenter sous des pseudos masculins, donc en fait être invisible. Depuis, ça a largement évolué parce que le jeu vidéo est devenu un loisir de masse. Donc aujourd'hui, tout le monde joue autant, hommes, femmes, tout le monde joue autant. C'est plutôt très réparti aussi en termes d'âge, en tout cas dans la population française. Après, ça veut aussi dire que quand on parle de jeux vidéo aujourd'hui, on parle pas forcément de la même chose que quand on en parlait dans les années 90 et qu'on disait les jeux vidéo rendent nos enfants violents. Les jeux vidéo, c'est aussi bien le jeu de 2048 ou de Candy Crush sur votre téléphone que un jeu de The Witcher qui demande 100 heures devant son écran. Et effectivement, là, pour le coup, selon la population, vous n'aurez pas exactement le même âge, le même genre, le même milieu social qui va jouer au même titre. Mais bon, l'industrie en elle-même, elle vend plus et elle rapporte plus que l'industrie du livre en France. Donc, c'est un phénomène de masse. Et maintenant, ça s'est un peu dilué, ces problématiques de boys club. Mais ils existent encore dans l'industrie qui fabrique. Puis ils existent encore dans certains recoins numériques, très certainement, mais c'est moins flagrant qu'il y a 10 ans. Oui, du coup, c'est quand même plutôt bon signe, ça montre que ça évolue. Bon, ça met du temps à évoluer un peu partout, mais au moins, les femmes prennent plus le pouvoir dans les jeux vidéo, on en voit davantage dans les compétitions et je pense qu'aussi c'est quelque chose que maintenant les entreprises, elles valorisent beaucoup mieux, parce que même c'est même plus stylé, j'ai l'impression aujourd'hui d'être une femme dans le jeu vidéo que d'être un garçon dans le jeu vidéo, parce que vu qu'il y en a moins, et ben, les entreprises veulent essayer de les attirer à tout prix pour, faire la rétention et pour attirer d'autres filles par derrière, peut faire un effet de levier. Et puis ça me fait penser aussi à l'école 42, qui est beaucoup plus souple, on va dire, pour recruter des filles, parce qu'il y en a beaucoup moins que des garçons. Et de ce que j'avais entendu, je crois que filles et garçons, ils ont leur propre, ils sont pas sur le même classement, ils ont des classements par rapport à leur sexe, parce que justement, si les filles et les garçons étaient ensemble, eh ben il y aurait beaucoup moins de filles recrutées potentiellement. Donc ils essayent de trouver des solutions pour rééquilibrer la balance. Et je trouve que l'école 42, ils s'y prêtent plutôt bien, parce que je crois que ça fait partie des écoles d'informatique où il y a quasiment il y a le plus haut taux de femmes qui est dans ces écoles-là. Je sais plus exactement le taux, mais je crois que c'est plus de 40%. Alors ça, c'est intéressant, j'avais pas cette info sur l'école 42. Par contre, à mon avis, ça soulève directement la question des quotas qui, je pense, gênent moins les féministes. Enfin, en gros, si on a réfléchi à la question de comment atteindre l'égalité dans divers milieux, dont le milieu politique, dans lequel il y a des quotas depuis le début des années 2000, etc., on en voit bien l'intérêt. Par contre, dans le monde informatique, pour lequel j'écris très principalement, ça continue de créer des débats sans fin parce que les hommes ont beaucoup de mal à admettre, enfin les gens qui viennent de ce milieu ont beaucoup de mal à admettre que le quota puisse être une bonne solution. Il y a plusieurs choses à leur répondre dans ces cas-là, et là je m'inspire beaucoup des travaux d'Isabelle Collet. La principale, c'est qu'il vaut quand même mieux être choisi à cause d'un quota, donc pour son genre, et pouvoir ensuite se défendre sur ses capacités dans l'industrie ou dans l'école ou dans le milieu, que de pas être prise du tout à cause de son genre. Et puis il y a un autre argument qui est plus cynique, mais qui me fait sourire, donc je vais le donner, qui est que ceux qui ont très très peur des quotas n'ont pas forcément conscience qu'ils ont eux-mêmes été en fait sélectionnés sur la base d'un quota qui est que être un homme c'est mieux pour rejoindre le milieu informatique. Simplement c'est un quota pas officiel. Donc voilà. Mais je savais pas pour l'école 42. Si c'est le cas, ça m'étonne pas les résultats que tu me donnes parce que c'est aussi ceux qui avaient rien qu'en France. Avant, quand Polytechnique était divisé de deux manières, il y avait un Polytechnique féminine, Polytechnique masculin, et ben en fait, il y avait beaucoup plus de femmes dans les carrières d'ingénieurs. Il y a beaucoup plus de femmes qui sortaient de Polytechnique que quand on a décidé d'enlever la question de genre, mais que du coup, comme la société à ce moment-là a évolué de telle sorte qu'elle a décidé que les carrières d'ingénieurs c'était des carrières masculines, et ben effectivement, comme tu le disais au tout début, tout le monde dit aux filles de pas y aller en fait. Les profs leur disent de pas y aller, les parents leur disent de pas y aller, même sans en avoir vraiment conscience. La société entière dit aux filles, pour vous, il faut faire des carrières soit littéraires, soit des carrières de soins.
Ce qui en fait revient aussi à dire faites les carrières les moins payées, même si moi je les adore et j'ai fait littéralement une carrière littéraire. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les égalités de salaire. C'est pas comme ça qu'on va aussi masculiniser les métiers très féminins comme ceux du soin. Donc potentiellement apprendre à plus d'hommes à parler, et à communiquer sur les questions d'émotion et de soin à l'autre. Enfin bref, ouais, ça soulève plein d'autres questions intéressantes. Oui, c'est vrai que ce serait un sujet qu'on pourrait en parler pendant des heures, parce que ça touche toujours plein de choses et en effet, c'est hyper riche. L'heure est passée très vite et du coup, on va déjà passer à la conclusion de l'épisode. Mais juste avant, juste pour te répondre pour l'école 42, ce que fait mon ex était à l'école 42, il avait vécu les concours. Du coup, vu que c'était un mois de concours, en fait, il m'avait raconté comment ça se passait. Donc ça, pour le coup, ça pourrait être un bon article à faire, à interroger des gens qui font les concours de l'école 42, parce que voilà, je me dis que ça pourrait être cool. Et du coup, dans les questions de la fin, c'est toujours les mêmes qui reviennent en fin d'épisode. Du coup, quel serait le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? En fait, c'est n'ayez pas peur du numérique et n'ayez pas peur non plus des théories féministes. Les deux sont accessibles, les deux sont intéressantes, les deux permettent de se poser plein de questions sur le monde qui nous entoure. Et pour ces raisons-là, je pense que c'est deux pistes de réflexion qui me valent le coup d'être explorées chacune pour elles-mêmes, mais aussi ensemble. Très bien dit. Du coup, dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Qui sont mes rôles modèles? Waouh, c'est une bonne. Mes rôles modèles sont plutôt journalistiques et n'ont plutôt rien à faire dans le numérique, je pense. Quoique. On a parlé de numérique pendant 1 heure, donc je vais quand même citer la présidente de Signal, mais enfin, en fait, je l'ai interviewée il y a quelques mois, mais juste, c'est une personnalité vraiment intéressante qui mérite d'être écoutée. Elle s'appelle Meredith Westacre. Elle a des réflexions très intéressantes sur l'état de la société de surveillance poussée par les big tech, sur comment se protéger, puisque Signal, ça sert à protéger ses communications. Et en journalisme, parce que j'aurais plutôt tendance à partir vers là, mais du coup, mon esprit est sec à l'instant. Je vais dire Nelly Bly, la première journaliste qui s'est baladée partout sur la planète et qui a fait des travaux super intéressants. Hyper intéressant. Ça s'appelle comment? Libly? Nelly Bly. Ah, Nelly Bly. Ah oui, c'est vrai que moi, je la prononce Nelly Bly, c'est pour ça. Nelly Bly, certainement, certainement. Oui, c'est vrai qu'elle était hyper intéressante. Oui, elle avait fait une enquête dans... Mince, comment ça s'appelle? En fait, à cette époque-là, en fait, on considérait que les filles étaient folles quand elles étaient... Enfin, je sais pas, elles voulaient pas se marier ou que sais-je, on les envoyait dans une sorte de couvent. Et en fait, elle était allée étudier tout ça de près. Une sorte d'asile psychiatrique pour Couvent femmes. ou asile psychiatrique, oui. Pour Ouais, moi, c'est ça. c'était asile psychiatrique qui agissait comme prison. Et puis, elle a aussi fait un tour du monde en 72 jours, c'est-à-dire en moins que ce qu'avait proposé Jules Verne. Donc, voilà. C'est vrai qu'elle est très, très intéressante. Dans la suite de mes questions, du coup, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Non, c'est pas vrai. Lisez. Alors, en ce moment, un sujet qui, moi, enfin, parce que c'est le sujet d'actualité, donc en tant que journaliste, je suis obligée de le couvrir, mais gros sujet du moment, c'est l'intelligence artificielle. Je trouve que l'Atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford, qui est sorti il y a peut-être 3-4 ans, mais qui a été traduit en français il y a 1 à 2 ans, c'est vraiment très très bien pour se plonger dans ces sujets. Et en plus, bon, elle est informaticienne, mais elle a une approche très sociologique et tout. Il y a vraiment une prise en compte de toutes les questions de discrimination, inégalité dans la manière dont elle aborde le sujet. Donc c'est passionnant. Et sur les questions de sécurité numérique, cybersécurité, je vais recommander 2 choses. Le livre Combattre le cybersexisme de Stop Fisher. Oui, je suis en train de regarder la bibliothèque en même temps pour être sûre. Et d'aller faire un tour sur le site de l'association Échappe. Ça peut vous servir en tant qu'internaute juste pour votre vie quotidienne. Et puis, si jamais ça vous intéresse plus que ça, c'est aussi des bonnes portes d'entrée pour creuser les questions de pourquoi la cybersécurité, c'est important de la connaître, notamment pour les filles et les femmes, et pourquoi il faut qu'on s'empare de ces sujets. Absolument. Merci pour ces ressources. Je les mettrai en description de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent puissent y accéder plus facilement. Il me reste encore 2 petites questions. Du coup, que signifie le terme féminisme pour toi? Que signifie le terme féminisme pour moi? En fait, pour moi, c'est une défense des droits humains. Avec une dimension
supplémentaire qui est la dimension de sororité que ça apporte, puisque c'est posé sous la question du genre, et que effectivement dans les groupes de femmes, j'ai trouvé, et je crois qu'on est beaucoup à avoir trouvé un enthousiasme ou un élan qui est différent et parfois mieux, même si pas toujours, que dans les milieux mixtes. Donc toujours et avant tout, c'est de la défense des droits humains et ça devrait. En fait, ça, je comprends même pas que ce soit encore une question, le fait d'être féministe. Pour moi, c'est une forme d'universalisme en réalité. C'est un universalisme qui est conscient de la variété des expériences vécues. Et par-dessus, en fait, il y a la dimension de le féminisme, c'est quelque chose qui est vécu aussi. Donc c'est pour ça que je parle de sororité, des groupes dans lesquels on trouve des dimensions sociales particulières, parce que tout un pan du féminisme, c'est aussi d'aller en manif, de chanter des trucs joyeusement et de boire du thé en faisant de la politique ou de la bière. Je rejoins ta définition. Après, c'est vrai que pour moi, je suis d'accord. Soit on est féministe, soit on est sexiste. Il y a pas d'entre-deux. On peut pas être un peu l'un, un peu l'autre. Enfin, je vais juste exister, mais pas dans ma définition, dans ma vision des choses, en tout cas. Je peux repartir pour 3 heures. En fait, la neutralité, c'est une position politique, même si les personnes qui se disent neutres ne veulent pas l'admettre. Et donc oui, il y a ceux qui se disent non féministes, mais pas sexistes pour autant. Je pense qu'il y a aussi des choses à creuser sur leur positionnement. C'est clair, ce serait encore un épisode de podcast à faire. Voilà. Et du coup, la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine Féministe ? Sur mes sujets, j'aime beaucoup et je suis de près le travail de Lucie Ronfaux, qui a une newsletter qui s'appelle Règle 30, sur des sujets proches de ce que j'ai abordé aujourd'hui. Et en fait, en lien avec la recommandation que j'ai fait tout à l'heure, quelqu'un de échappe. Parce que comme c'est des personnes qui sont spécialisées dans les questions de cybersécurité, elles peuvent être plus efficaces que moi pour expliquer exactement pourquoi c'est une thématique importante. Et je pense vraiment qu'elle est essentielle, en fait, notamment dans le contexte politique actuel. Par exemple, aux États-Unis, je pense que les femmes ont un besoin très, 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 très fort de protection de leurs données personnelles à l'heure où un gouvernement conservateur va reprendre. Oui, notamment par rapport au fait que si elles veulent avorter ou pas, ça peut être des choses qui peuvent être communiquées, quoi. Entre autres, ouais. Pareil pour les personnes LGBT, pour les personnes trans, contre lesquelles il y a une offensive politique terrible un peu partout sur la planète. En fait, partager de meilleures connaissances de nos outils numériques, de comment nous protéger nos informations, nos communications, protéger les réseaux de personnes avec lesquels on communique, parce que ça aussi, c'est des informations intéressantes pour des gens qui nous voudraient du mal. Je pense que c'est hyper important. Et c'est pour ça que peut-être des gens d'associations de ce type, ça peut aussi être côté Amnesty Tech, ils sont très forts là-dedans. Merci de ces recommandations. Ça sera avec plaisir, du coup, d'interroger ta collègue, on va dire Lucie, et quelqu'un de Échappe ou Amnesty Tech. C'est vrai que les sujets de la cybersécurité, ça n'a pas encore été traité sur Matrimoine Féministe, mais ce serait en effet un très bon angle d'approche. Du coup, merci beaucoup Mathilde pour ton temps et merci aux personnes qui nous ont écoutés d'être restées jusqu'au bout. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, et du coup, je vous dis ciao ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!